Merci beaucoup Julie pour l'invitation. On est tous ravis de pouvoir participer à cette session des embauches de l'innovation. Et du coup, peut-être que je vais commencer par présenter rapidement la société Surge, ce qu'on réalise, et puis ce qui a été l'enjeu aussi de la réalisation de notre étude clinique. Donc en deux mots, Surge, c'est né d'un projet de recherche qui a été initié à l'université de Stanford aux États-Unis. Donc en immunologie. Et c'est autour de cette association qu'on a décidé de faire une spin-off autour de l'idée de la prédiction des complications post-opératoires à partir justement de cette analyse du système immunitaire avant la chirurgie. Et ensuite, autour de justement ce projet de recherche et de cette histoire-là, ça a agrégé l'ensemble de l'équipe, dont Franck, ici présent, et Valentin, qui nous ont donc accompagnés jusqu'à l'incorporation, donc la création de la société en août 2021, pour justement porter ce projet et autour de ce projet, la réalisation d'un premier produit qui nécessite donc des études cliniques et des phases d'expérimentation, ce qui est un peu l'objet de ce dont on va discuter ce soir, ce retour d'expérience et l'étude d'expérimentation. Notre but, et donc le produit qui s'appelle Presight, c'est un produit de prédiction des complications post-opératoires et plus spécifiquement des infections du site opératoire après une chirurgie digestive majeure. Et donc, l'un des enjeux pour nous, à partir du moment où on a créé la société Surge, ça a été de traduire ce qu'on avait comme résultat scientifique et académique dans un laboratoire qui avait été mené donc à Stanford, avec justement l'ensemble des conditions qui ont été menées à Stanford, donc sur initialement une quarantaine de patients, validés sur 90 patients supplémentaires, dans une étude clinique qui cette fois avait pour objet de mener un produit sur le marché. Nécessitait de trouver un partenaire hospitalier, un cadre qui était un cadre plus rigoureux, qui est celui d'une étude aussi multicentrique, et donc de pouvoir trouver du support, de l'intérêt, des marques d'intérêt et la capacité de réalisation donc à l'extérieur en tant que petite boîte, même si la technologie venait de Stanford. Et donc dans ce cadre-là, on s'est engagé sur une première étude clinique. Franck et Valentin la capacité de présenter un peu ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, donc on a finalisé une signature de partenariat avec l'hôpital Foch pour la réalisation d'un essai multicentrique de 240 patients au total, pour justement pouvoir valider le prototype qu'on avait mis en place à l'université de Stanford pour cette prédiction des infections du site opératoire en chirurgie digestive. Et donc c'est un essai clinique qu'on réalise justement avec des centres dont la PHP, Saint-Joseph et l'Institut Mutualiste Montsouris, CE. Et ensuite aux étapes de validation de garantie FDA pour pouvoir mettre sur le marché ce qu'on y produit et diagnostic. Et donc peut-être je peux laisser aussi Franck et Valentin vous présenter et un peu expliquer les différentes étapes que vous avez menées. Moi, je pourrais parler essentiellement, merci Julien, du design de l'étude, comment on a construit et conçu et pensé cette étude, sur la partie très clinique, et puis Valentin s'est occupé de toute la partie très contractuelle, qui est quand même un élément aussi essentiel. C'est loin d'être évident, en particulier lorsqu'on est clinicien, d'avoir à gérer toutes ces questions administratives, mais qui sont nécessaires et contractuelles. Parce qu'on est souvent dans la recherche académique, et de passer de la recherche académique à une recherche qui est un peu plus destinée au développement d'un produit, c'est pas tout à fait le même raisonnement. Néanmoins, juste pour vous donner une idée de timeline, et puis après un deuxième élément que peut-être on peut aborder, c'est pourquoi l'hôpital Foch. Mais en termes de timeline, globalement, à partir du moment où on a commencé à avoir les premières discussions avec l'hôpital Foch et la direction de la recherche clinique et de l'innovation, c'est-à-dire si l'hôpital Foch et puis un début potentiel d'essai clinique, il a fallu compter au moins 6 mois, 6 bons mois minimum. Déjà, ça c'est un élément qui est important à retenir sur le développement d'une étude clinique, c'est un minimum de 6 mois, avec à noter qu'on est sur une étude nous dite observationnelle, donc genre D3, qui nécessite cependant néanmoins la validation par une protection des personnes, mais sur un format très réduit, donc puisqu'on n'est pas sur l'interventionnel, vraiment on ne change pas la pratique du tout médicale, quelle qu'elle soit, à n'importe quel moment.
Donc, on est que sur vraiment de l'observation, ce qui simplifie les démarches administratives, en particulier réglementaires sur le plan éthique. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de timeline, et puis après, on pourra développer un petit peu quelles sont les différentes étapes qu'on a traversées. Mais le deuxième élément que je voudrais citer, c'est pourquoi l'hôpital Foch, parce que ça, c'est un élément important. Il faut, enfin, en tout cas, l'expérience qu'on a, je pense nous, c'est de dire que il faut une DRCI qui soit réactive. Ça, c'est un élément clé. Il faut avoir la possibilité de discuter directement lorsqu'on est dans ce type de process, d'essayer de construire un produit, et donc avec une vision qui n'est pas que académique, avoir une direction de la recherche clinique et d'investissement et d'innovation, pardon, qui soit réactive, c'est un élément essentiel. Donc ça, c'est un premier élément clé. Alors, il y en a beaucoup des DRCI réactives, mais il est certain que plus les centres sont gros, parfois plus c'est difficile, plus c'est public, difficile, pour être honnête. Le deuxième élément, c'est que d'avoir un accès direct à la direction, vraiment au directeur ou à la directrice, l'habitude de travailler avec la DRCI et qui nous ont mis en relation directe avec la DRCI par des relations interpersonnelles. Donc, c'est le deuxième, vraiment, c'est un point sur lequel j'insiste aussi. C'est, je pense que ça a quand même vraiment aidé, c'est d'être soutenu. C'est un peu comme dans toutes les démarches réalisées en particulier dans le développement d'une entreprise, c'est d'être aidé, soutenu par un réseau. Et là, on a été clairement aidé et soutenu par un réseau de cliniciens. Et ça, je dois dire que c'est un élément clé pour pouvoir débloquer. Probablement, on aurait peut-être atteint la DRCI, même sans ce réseau-là, mais beaucoup plus longuement, beaucoup plus difficilement. Et là, en fait, on avait un tampon de crédibilité puisqu'on était l'hôpital Foch qui, lui, était très crédible au sein de la DRCI, enfin, auprès de la DRCI. Donc, ce double tampon de validation permet probablement d'accélérer un peu les démarches. Donc voilà, c'était pour moi deux éléments avant qu'on puisse rentrer dans plus de détails. On peut évoquer les détails, les difficultés, là où on a été ralenti, là où ça a été accéléré. Peut-être Valentin, tu veux rebondir sur la partie plus contractuelle, parce que c'est un élément clé. Vraiment, et on s'y attend pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais pas en tant que clinicien. C'est un très bon teaser. Voilà. Je pense que l'un des points aussi à noter, c'était que la boîte était très jeune quand on s'est lancé dans ce projet-là. C'était un énorme projet pour une équipe qui avait jamais eu l'occasion de vraiment travailler ensemble et mutualiser ses efforts sur un projet aussi ambitieux que ça. Et c'est vrai que on a eu entre guillemets la chance d'être capable de trouver très rapidement notre rythme de croisière, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que l'un des points aussi à noter, c'est que une grosse partie de la capacité de réalisation tient à l'équipe en fait. Et tient à la complémentarité aussi des expertises et la complémentarité aussi dans la manière de travailler et le timing. La première fois qu'on leur a parlé, on n'était même pas créé. On n'était même pas créé, ouais. On leur a parlé en mai 2021 et on a finalement créé la société en août 2021. Donc, c'était in the works, mais pas encore. Dans la manière d'avancer, je pense que dans la manière d'aborder l'hôpital Foch, clairement, ça a été, en tout cas la DRCI de l'hôpital Foch, c'est pas l'hôpital Foch, la DRCI de l'hôpital Foch, c'est d'arriver avec un projet construit. On avait quand même un projet clairement construit dans notre tête. On n'est pas arrivé avec bonjour, on voudrait peut-être faire un partenariat, et ça c'est, je pense, important. Alors du moins avec ce type de DRCI, peut-être qu'il y a des DRCI qui sont très habitués aux interactions avec les startups, peut-être que voilà. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que c'était pas le cas, et d'arriver avec un projet construit, c'est un élément qui nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on attendait potentiellement de l'hôpital Foch. Et quand je dis on savait ce qu'on attendait, c'est qu'on attendait un promoteur. Vous ne pouvez pas passer par un CRO. C'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes, c'est pas le même impact non plus. Donc on voulait un centre qui soit promoteur, et on voulait un centre réactif, et on savait qu'on voulait cette étude de validation multicentrique d'un score qui avait été développé aux États-Unis de manière monocentrique. Donc ça c'était, je pense qu'arriver avec un dossier quasiment prêt, enfin, avec les idées qu'on attendait d'un hôpital comme Foch pour porter un projet de recherche comme celui qu'on voulait porter, je pense que à mon sens, ça a été un élément clé aussi dans le fait de pouvoir avancer avec eux. Et y compris dans le calendrier, il fallait d'avoir le protocole qui était prêt, validé, validable, facilement compatible. Alors, je dirais pas que le protocole était prêt, parce que justement, je pense qu'il y avait besoin de beaucoup d'interactions avec eux. Parce qu'en particulier, il y a quand même un élément aussi qui me paraît important, c'est le fait de pouvoir intégrer des personnalités de la DRCI, en particulier leurs méthodologistes, ceux qui ont l'habitude de construire les méthodologies d'essais cliniques avec les cliniciens. C'était aussi des intégrer. Pour ça, c'est un autre élément auquel on a attaché d'importance. C'était de pouvoir intégrer les méthodologistes dans la construction de l'essai clinique. Alors qu'on avait en tête
on leur a proposé évidemment un premier draft, mais discuter avec eux, on a eu plusieurs échanges avec les méthodologistes de la DRCI pour pouvoir avancer sur une méthodologie qui, eux, qui ont l'expérience de multiples essais, comme nous on a, mais sur un versant méthodologique, de pouvoir avancer. Je pense que c'est un élément, moi je pense comme étant important. Ouais, je pense pour l'hôpital Foch, c'était aussi une phase de test, de voir aussi notre capacité, notre sérieux à être réactif, à construire un projet avec l'équipe. Et on a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, justement pour voir quelle était notre maîtrise en fait de la capacité de réalisation des outils. Et je pense que c'est ça aussi qui leur a donné confiance dans notre capacité, nous, à délivrer aussi sur notre partie derrière, c'est-à-dire de savoir ce dont on parlait d'un point de vue du design, d'études, et sinon même des patients qu'on avait besoin, des demandes qui étaient celles de demandes de traite technique, de transport d'études, transport d'échantillons, etc., etc. Je pense que justement, être capable de leur donner des réponses et pas attendre d'eux que tout soit réalisé, c'est un élément essentiel pour qu'ils gagnent en confiance dans le partenariat. Ça veut dire être professionnel dans la façon d'interagir avec eux et très clair sur les attentes. C'est ça, autant que faire se peut en tout cas. Après, je pense qu'aussi, de notre côté, c'est ça aussi qu'on met un peu en avant sur les embûches, c'est à mon avis, il y a eu quand même quelques moments où ça a dû quand même ralentir le processus, de pas avoir exactement toutes les réponses en tête directement. Et ce que dit Franck, c'est exactement ça. Je pense qu'on avait un projet quand même bien ficelé, mais tout n'était pas encore parfaitement défini, ou en tout cas suffisamment défini pour que sur certains aspects, ils se disent « Ok, on y va directement ». Il y a quand même besoin d'interagir avec nous, d'être sûr qu'on savait effectivement totalement définir notre besoin, totalement définir ce qu'ils allaient faire, ce qu'on allait faire, comment le travail allait être réparti pour pouvoir avancer. Et ça a pris du temps, mais je pense que c'est normal. Un stade de développement aussi, alors que le nôtre, il y a encore. Oui, franchement, sur le plan clinique ou méthodologique, on sent que c'est des personnes, donc les DRCI, elles ont l'habitude des essais cliniques. Donc il n'y a pas de surprise quasiment, j'ai envie de dire, sur le plan, franchement, sur le plan clinique, méthodologique, ce qu'on cherche à atteindre avec un projet ficelé, je pense honnêtement que ça passe. Pour moi, en tout cas, mon sentiment, j'ai la vision très clinicienne où j'ai interagi, franchement, ça va dire très simple avec la DRCI Foch. Je pense que les principales embûches, elles étaient finalement sur plutôt les interactions parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu, parce que pour le coup, on dépendait à la fois de notre base financière, mais également, il y a un investissement de l'hôpital Foch, en l'occurrence, qui est prévu dans cette étude aussi, et que finalement, c'était plus l'interaction très contractuelle qui, moi, je trouve, a été celle qui a été la plus difficile à traverser. Enfin, ça, c'est mon sentiment de clinicien, qui a été la plus difficile à traverser, cette partie contractuelle. C'est-à-dire que pour eux, attention, alors qu'on a l'habitude d'avancer et puis on y allait vraiment, on y allait honnêtement, physiquement, quoi. On était présents, quoi. On réalisait vite, on était, calme-toi quand même. Non, mais je veux dire, on était volontaires. Parce qu'on savait qu'il fallait que ça aille vite, et on voulait avancer vite. Et puis, par contre, on prenait des petits coups de frein. Attention, là, pour l'instant, on a passé les contrats. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui paye, comment on paye, etc. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments, en tout cas, quand on est clinicien, qu'on n'a pas l'habitude de trop travailler parce qu'on dépend de banques, etc., qui sont, directement dans lesquels les DRCI sont déjà inclus, donc, et puis d'ailleurs qui elles gèrent directement. Donc c'est je pense pour les DRCI, il y a un petit sujet, c'est-à-dire que c'est pas eux qui gèrent la totalité, c'est pas eux qui avaient la maîtrise de tout, alors que les DRCI dans les projets de recherche classiques académiques, ils ont la main sur le budget. Et donc ça, c'est peut-être un élément que je pense a été, à mon sens, moi, ce qui a été le plus difficile, en tout cas c'est là où on a rencontré le plus de difficultés, entre guillemets. C'est vrai qu'on peut parler de difficultés. Ouais, le challenge est d'autant plus fort que on aurait pu se dire, on passe par une simple prestation. Et l'ambition était de dire, on crée un véritable partenariat. Et ce qui crée quand même un niveau de difficulté supplémentaire. On remercie quand même le CEO de prendre ce risque. Et ça suppose d'être en capacité de laisser beaucoup de place au relationnel dans un premier temps. Il faut partager une vision commune avec le futur partenaire. Et c'est là-dessus, en réalité, qu'on a, entre guillemets, de la perte de temps. Il faut trouver des priorités communes, trouver les métriques qui vont parler à l'un comme à l'autre. Et on n'est pas dans une simple relation, on fait le chèque à la fin et livrez-nous les résultats. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de ça où ça aurait été extrêmement facile de passer dans une logique. Et on a mis la barre très haute pour se dire on en fait un véritable partenaire et on arrive à l'embarquer dans le projet de la boîte, au final, avec nous. Alors justement, je suis tout à fait d'accord avec pourquoi est-ce qu'on a poussé comme ça pour le partenariat? C'est un vrai. Mais je pense que là-dessus, on peut en discuter effectivement. Il y a
Alors, le gros désavantage, c'est la nécessité de s'aligner et ça prend énormément de temps. Ceci dit, je pense que l'enjeu quand on est une petite boîte comme nous et qu'on démarre au début en ayant une idée précise de ce qu'on veut, mais quand même pas hyper précise de la façon dont on va pouvoir construire sur le long terme, c'est d'autant plus important d'avoir un partenaire qui est capable de aussi comprendre nos impératifs et aussi le sentiment d'urgence, nos nécessités et de pouvoir s'adapter au projet. Donc aujourd'hui, avoir un partenaire plutôt que juste voilà un hôpital qui va prendre en prestation, en prestataire, ça nous permet vraiment d'adapter avec eux nos besoins à mesure qu'ils évoluent et qu'en fait nous on se rend compte qu'on a besoin de choses supplémentaires. Et ça nous est arrivé quand même plusieurs fois depuis le début de l'étude, d'arriver devant voilà le comité de suivi et de dire bon ouais en fait voilà le projet avançant, on se rend compte qu'on doit mettre en place un certain nombre de choses et donc là on a eu ça aussi la semaine dernière, donc c'est quand même assez récent et on a besoin de mettre en place un certain nombre d'ajouts, des changements et aujourd'hui les prestataires c'est potentiellement plus complexe parce que ça engendrerait des coûts supplémentaires, est-ce qu'ils sont prêts à l'accepter ou pas accepter. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a réussi à faire en sorte que l'hôpital Foch est aussi un peu skin in the game, que finalement ils soient impliqués avec nous sur notre réussite et donc ils sont prêts à entendre. On a des besoins d'un point de vue des investisseurs, on a des besoins d'un point de vue de notre développement de produit, donc il faudrait mettre ça en place. Comment est-ce qu'on peut le faire, comment on peut vous aider, et ils ont une oreille attentive à ce genre de problématique. Ce qui je pense est essentiel et finalement il y a pas mal de temps par rapport à une timeline de développement où on devrait refaire une étude clinique pour valider ces éléments-là, essayer de les convaincre de dépenser plus d'argent alors qu'ils sont pas prêts à le faire. Donc je pense que créer ce partenariat initialement, c'est quand même une force assez considérable pour nous et je pense qu'il s'inscrit d'ailleurs sur le long terme, parce qu'une des autres raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est aussi d'être capable de nous suivre sur les prochaines étapes. Quand on va avoir besoin de trouver la valeur économique du produit, quand on va avoir besoin de développer d'autres typologies de produits aussi qu'on souhaite mettre en place sur le long terme. Et donc on a déjà un partenaire fort avec des belles réalisations et eux qui ont aussi un intérêt pour réussir. Je pense que ça c'est quand même important. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu probablement d'avoir les discussions directes avec les décideurs entre guillemets, c'est quand même important. C'est peut-être aussi c'est lié à la taille, lié à la réactivité, mais de pouvoir, en effet, la discussion qu'on a eue la semaine dernière, globalement à la fin de la discussion, on avait une décision. Ouais. Donc et ça c'est parce on parlait directement avec la directrice de la recherche clinique et de l'innovation. Donc là, je pense que c'est vraiment un élément qui aide beaucoup dans d'avoir une DRT réactive à notre niveau du moins. Ouais. C'est vraiment un élément. Et aussi prête à entendre ça, prête à entendre ça, de start-up, de dire bah en fait on va avoir besoin de lever des fonds. Ouais. Et rien que ça, c'est quand même important. Je pense que au départ des conversations, c'est quand même un monde qui est pas de l'heure et qui est quand même une distance qui peut s'installer. Et je pense de réussir à un peu, tu vois, combler les problèmes de compréhension entre nous, pourquoi est-ce on va essayer là maintenant et eux, pourquoi est-ce qu'ils devraient s'adapter à nous. Et je pense que eux maintenant ils sont prêts à dire ok, on va se mettre autour de la table et c'est quoi vos problèmes d'accès au marché, c'est quoi vos problèmes de financement, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous aide pas. Et c'est pas toujours évident, mais ça reste quelque chose qu'on peut mettre sur la table et ça c'est quand même important. Mais rentrer le plus tôt possible dans le train finalement. Et je pense que le plus tôt possible dans le train et dire qu'un partenariat exactement bien que l'avoir ressoulevé, voilà, c'est un vrai partenariat. Non mais et en plus ça sera potentiellement ça pourrait être nos premiers clients. C'est des hôpitaux qui du coup sont investis dans l'aventure parce que ils partagent avec nous vraiment comme des vrais partenaires. Donc et aussi pour eux potentiellement c'est son premier client, donc c'est aussi travailler avec son premier client et c'est vraiment l'histoire du co-développement. Alors je sais pas si c'est du fake ou du vrai, on parle toujours de co-développement. Et ça, je pense, à mon sens, mon sentiment, c'est que c'est du vrai co-développement parce que eux, ils nous disent, nous, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse. Non, rien vers ça. Je pense que c'est un élément qui est intéressant. Que vous pensez qu'ils ont expérimenté avec d'autres avant d'arriver à ce niveau de maturité dans la relation avec vous? Oh que oui. Ils ont honnêtement, Foch, je réponds pour la première partie. Foch, c'est un hôpital qu'on voit quand même souvent, pour être honnête.
assez attachés à l'innovation. C'est-à-dire qu'ils sont dans tous les coups un peu... Il y a une vraie culture. Il y a une vraie, j'ai l'impression qu'il y a une culture, en tout cas du moins. Alors j'y suis encore plus sensible maintenant, mais à chaque fois qu'on voit passer un truc, tiens, il y a une innovation qui se développe, tiens, Poche fait un appel d'offres pour ça. Poche crée un partenariat avec telle boîte. Poche, je trouve que c'est un hôpital qui est sensible, je pense, à cette culture. Alors, honnêtement, on est arrivé sur un tapis de clous, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient passés avant nous, qui avaient déroulé les clous. Donc, dans le sens où c'était pas, on n'arrivait pas sur pas de nom, hein. non, certainement pas, mais il est certain qu'on n'arrivait pas dans un tissu non plus extrêmement favorable. Alors, je crois que peut-être à la première réunion, ils nous ont dit la dernière fois, on s'est fait niquer, globalement. Donc, on ne se fera pas avoir cette fois-ci. Et voilà, et donc du coup, non, on n'arrivait pas dans un terrain conquis. C'est-à-dire, c'est pas, je peux que les gars, on connaît pas bien, et vous avez un bon background, allez-y, on y va quand on signe. C'était un peu plus précautionneux. Mais du coup, intéressant, mais en fait, je pense que c'est un hôpital qui est sensible, et ça c'est aussi important, c'est de sentir quelle est la sensibilité de l'hôpital à l'innovation, en règle générale, parce que les hôpitaux qui n'ont pas cette sensibilité-là, alors hein, clairement, c'est très... Et comment on fait pour le sentir, cette sensibilité à Il y a l'innovation? beaucoup les journaux, enfin les journaux, je veux dire. Quand je dis les journaux, c'est tout ce qui passe sur Internet, et surtout les médias spécialisés. On voit quand même passer, hein, vraiment, peut-être un œil plus sensible à ça, mais Poche, on les voit sur tous les trucs, dès que c'est un peu innovant, Poche. Mais bon, il y a la PHP avec, qui investit dans des startups aussi. Il y a tous les ESPIC, les centres de lutte contre le cancer. À l'IGR, il n'y a pas à douter qu'ils sont sensibles à l'innovation. Ils les accompagnent et ils investissent même dans des boîtes. Donc, je pense que c'est important, à mon sens, en tout cas, c'est important d'avoir un peu l'historique de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital est sensible à ça? Et il y a des hôpitaux, on les entendra jamais sur l'innovation. Faut être clair. Voilà. Les grands, c'est pas eux qu'il faut les solliciter. Et dans la traduction contractuelle, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Déjà, ce qui est difficile, c'est qu'on est sur un temps long. On est sur un partenariat, donc ça veut dire aller une moyenne de 6 mois à 1 an pour aboutir à vraiment la signature de quelque chose. Et ce qui a été compliqué, c'est qu'on mêle beaucoup de questions. On mêle la réalisation d'une étude, son budget, les résultats qui vont être attendus, aussi bien d'un point de vue IP que d'un point de vue publication. Donc ça suppose aussi d'être en capacité de pouvoir discuter de ça, typiquement en configuration avec le CEO, de mettre en place des stratégies, quoi. De savoir très concrètement qu'est-ce qu'on veut à la fin. Et donc d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément très évidents, qui sont très très prospectifs, et d'être capable de faire ce travail-là pour pouvoir construire ensuite un cadre contractuel. Nous, on a commencé par un protocole d'accord, parce qu'on avait aussi besoin pour la vie de la boîte pour montrer qu'on avançait. Donc on a commencé à set up un petit peu juste les conditions principales. Le gros de la négo est venu plus tard. Et le gros de la négo a supposé aussi que nous, on soit suffisamment stable pour se poser la question de quoi on a besoin à la fin. Qu'est-ce qu'on doit vendre à la fin comme résultat, que ce soit aux investisseurs ou même pour nous, la vie de la boîte. Et alors, est-ce que tu peux élaborer sur finalement ce que vous avez défini de qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que c'était une démonstration clinique? Est-ce que c'était un marquage CE? Jusqu'où il faut aller dans la réflexion en prospectif quand on est du côté de l'entreprise pour bien passer la négociation? Je dirais, il faut tout voir. Pratique, merci. C'est le côté qui regarde dans les détails. Mais en fait, je dirais la meilleure construction, c'est d'identifier les principales priorités. Donc c'est plutôt là, il y avait un enjeu de se dire, ok, le premier truc, c'est que on a la réalisation d'une étude qui doit nous apporter certains résultats pour le marquage. Derrière, on a certains résultats, que ce soit des bases de données ou autres, qui sont intéressants pour une lecture un peu plus prospective. Troisième truc, c'est au regard de notre capacité d'investissement, jusqu'où on peut aller, comment on peut y aller exactement. En fait, il faut faire ce travail de déjà prioriser court terme, moyen terme et long terme ce qu'on recherche, et de savoir aussi jusqu'où on va pousser potentiellement la négociation. Mais le premier truc, c'est prioriser véritablement qu'est-ce qui est impératif pour la boîte en termes de résultats à obtenir, pour se dire, ok, cette étude-là, c'était le bon projet et la bonne opportunité. Vous avez été accompagné par des avocats, par des conseils. Comment ça s'est fait au-delà de vous trois et des personnes assez actives côté Vital Poche, des RTI notamment? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner pour être bien accompagné et réussir à signer? À part vous appeler.
Alors, Une option, on vend des services, c'est lui dire à ma vendeur ensuite. Vous trouverez toutes les infos sur le site internet. Je réfléchis à qui nous a accompagnés. Je pense que c'est, en fait, ce qui est assez complexe là-dedans, c'est sur ces contrats de co-développement, donc c'est quelque chose qui se fait, mais finalement, c'était très à la carte. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de forces, de propositions, en tout cas de suggestions de notre part pour essayer d'établir quelque chose qui correspond à la vision de la boîte. Donc, je suis pas sûr que, à mon avis, voilà, avoir des conseils, c'est sûr que c'est hyper utile et on en a eu sur justement plus des flags, je dirais, d'ordre un peu plus macro, dire attention, comment est géré l'IP, attention, Des points de vigilance, en fait. voilà, des points de vigilance en disant il y a quand même des choses que vous pouvez pas faire et en tout cas qui vont être très regardées par les investisseurs. Aussi potentiellement des signaux très très forts de mauvaise gestion justement de votre capacité à produire des résultats, etc. Ceci dit, une fois qu'on comprend un peu les règles, ensuite je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu mises sur la table et ensuite voilà, je pense que ça peut être perçu de différentes façons, la capacité à créer cet accord et justement cette production ensemble avec là en l'occurrence Hôpital Foch. Les choses, il faut pas hésiter à mettre sur la table une proposition et qu'aujourd'hui ils sont pas forcément je dirais quelque chose en tête nécessairement en disant on va faire comme ça pour cette boîte. À mon avis, ils sont prêts à s'adapter à justement quels sont les besoins et à voir ce qui va être fait. Par contre, derrière, c'est avoir la capacité aussi, je pense, de bien définir quelles sont les limites. Et ce qu'on attend. Et ce qu'on attend. Donc à la fois ce qu'on attend, mais bon, je pense aussi quelles sont les limites qu'on est prêt à franchir ou pas franchir pour un accord. Et puis, je pense que la balance qui est assez difficile, c'est qu'on est dans un cas où eux n'ont pas nécessairement besoin de cette étude et de la réalisation pour continuer. Nous, en tant que start-up, on a totalement besoin de partenaires pour pouvoir avancer et c'est énormément de temps de notre côté qui est mis en jeu. Et donc, il y a toujours un peu cet équilibre-là qui s'installe, qui est pas forcément très favorable pour la petite entité. Mais je pense à l'inverse, c'est aussi défendre le côté un peu unique de ce qu'on n'a pas, l'innovation, et je pense que c'est ça qui a permis à ce partenariat de se faire, c'est-à-dire à la fois de la part de Hôpital de pouvoir comprendre nos nécessités d'avancer rapidement et de s'adapter aussi à nos contraintes, à comprendre les contraintes externes, et puis à nous d'être capables aussi de leur apporter cette vision de l'innovation qu'on avait, de aussi créer quelque chose au sein de leur équipe qui peut-être avait quand même envie de travailler avec nous. Je pense honnêtement que ça aurait été plus difficile. Mon sentiment, sans avoir expérimenté l'inverse, étant impliqué dans les trucs, mais sinon, je pense que ça aurait été plus, honnêtement, je pense que ça aurait été plus difficile. Donc, ça me paraît quand même un élément critique. L'autre élément que j'ai trouvé critique, c'est le fait que tout doit être coordonné. C'est-à-dire que les timelines de je gère le contrat, mais on avance sur l'étude et il faut quand même que tout soit signé un peu dans le même temps, parce que déposer un CPP qui nécessite de l'investissement en temps, sans qu'il y ait de contrat signé avec eux qui disent, c'est compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a quand même traversé, je trouve qu'on a avancé dans la partie contractuelle, avancé de la même manière que la partie clinique. Et finalement, ça s'est bien goupillé. C'est-à-dire qu'au moment où on était prêt avec un design d'étude clinique parfait, enfin, parfait à déposer au CPP, on verra s'il est parfait dans les résultats. Mais il est au moins parfait dans le dépôt du CPP. C'est puis le moment où Valentin avait un truc prêt à écrire, une term sheet réglée. C'était ça. C'est très important pour ce type de partenariat de rester, au-delà d'être synchro, de rester tous engagés dans la discussion. Parce qu'une fois que la vision a été partagée une première fois, qu'on passe sur une autre phase qui est la négociation, il y a toujours un risque que les opérationnels, qu'ils soient chercheurs ou cliniciens, débarquent un petit peu du projet, parce que soit ça les intéresse pas, soit ils ont d'autres chats à fouetter. Et en fait, plus ils restent impliqués, plus ils servent aussi à alimenter et à dynamiser la timeline au fur et à mesure. Et pour nous, ça a été extrêmement important. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces efforts de rester proche de Foch, de continuer à discuter avec eux tout au long de la négociation, elle aurait duré beaucoup plus longtemps en réalité. Ça veut dire que c'est un énorme investissement parce que ça veut dire qu'il y a 3 personnes côté, au moins, côté Search qui ont été impliquées, au moins vous 3, sur un niveau d'engagement personnel extrêmement fort,
à des niveaux d'interaction très complémentaires. Et finalement, en termes d'embûches, l'un des sujets potentiels, c'est de ne pas avoir des équivalents de vous dans les autres organisations qui voudraient faire la même chose. Un petit peu ce que tu pointais, Valentin, sur le risque de ne pas avoir cet alignement de calendrier et cette capacité à réagir rapidement. Donc, et comment on fait, en fait, si on n'a pas, on vous clone? Exactement. On est joignable, on recrute un bon CEO, un bon COO, et puis un clinicien, et puis ça roule. Voilà. C'est ça. En termes d'outcome, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Il faut des hôpitaux ouverts à l'innovation. Ouais. Donc, il faut, je pense que ce triptyque que vous mettez en avant sur la partie stratégique, la partie clinique et la partie contractuelle, en fait, c'est des éléments nécessaires, j'ai envie de dire presque suffisants, pour réussir à démarrer l'étude. Comme tu dis, Franck, après, ça ne présage pas de son résultat. On attendra. On attendra les communautés. Dans moins d'un an. Dans moins d'un an, il y a une garantie ici. On peut se retrouver ici. On est le 13 décembre. 13 décembre 2023, on se retrouve ici avec des résultats formidables. On est capable. Moi, je serai là. Alors, le rendez-vous est pris. C'est enregistré en fait. Donc, Moi, je serai là. Je regarde avec là. on invitera aussi Foch Ah oui. dans ces cas-là. Ah bah oui. Parce que c'est vos Ah oui. partenaires. Ah oui. Ils viendront avec plaisir. Ok. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Mais finalement, je pense que le titre est presque pas bon. C'est-à-dire que c'est pas une étude clinique, c'est un partenariat clinique. Ouais. C'est un co-développement, comme vous l'avez dit. La partie étude clinique est finalement souvent plutôt de la prestation, et donc se règle sur des règles de prestataire. Là, vous avez mis en place un partenariat avec on l'espère pour vous, un potentiel futur client. Est-ce que c'est une perspective que vous recommandez de façon plus générale? Et comment faire le distinguo entre cette logique, justement, partenariat de développement, donc avant l'autorisation commerciale, je résume un peu grossièrement, et le après. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir avec eux sur, une fois qu'on a fini l'étude, qu'elle sera positive dans un an avec le champagne pour pouvoir vous offrir, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi, hein, ça enregistre. That was on purpose. Comment ça va se passer contractuellement? Est-ce que vraiment ça va devenir des clients? Voilà. Est-ce qu'il faut aussi réfléchir à tout ça au stade où vous en êtes aujourd'hui? Non, je pense que c'est une excellente question et je pense que ça fait partie des discussions qu'on a avec eux et aussi de ce qui les intéresse. Et je pense que c'est clé, d'ailleurs, dans notre stratégie. C'est pour ça que je recommanderais de mettre en place effectivement des partenariats quand on peut le faire. C'est ce côté, donc, ce que je disais avant, d'avoir l'impression en fait que, après, je pense que c'est le cas effectivement, hein, mais d'avoir des interlocuteurs qui ont envie que le projet réussisse et pas juste qui sont là avec une notion de c'est sympa et en fait on est là pour que ça marche. Je pense que ça change quand même tout dans l'approche. Et après essayer de créer ça avec un maximum de personnes et de partenaires autour. Je pense que c'est indispensable finalement pour réussir quand on est encore très fragile en tant que start-up, sans forcément les financements, sans forcément les appuis. C'est de trouver ces appuis et des gens qui vont être capables de pousser jusqu'à des étapes en fait qui sont des étapes qui sont encore un peu inaccessibles pour nous parce que le produit est encore complètement développé, on est encore en train de le tester d'un point de vue clinique, il n'est pas sur le marché. Donc aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que des preuves on est prêt à investir dans cette étude. Et aussi derrière, pourquoi on est prêt à le faire, c'est-à-dire derrière, voilà, un peu des promesses de capacité de prendre des contrats commerciaux et d'être sur une logique de, en fait, on va être les premiers utilisateurs de notre solution parce que derrière, on en a besoin pour tel et tel problème à l'hôpital, telle et telle optimisation du parcours de soins qu'on aimerait réaliser. Je pense que c'est aussi ce qui est rendu possible par ce genre de partenariat. Donc, à mon avis, moi, je recommanderais de le refaire. Si je devais le refaire, j'essaierais de repousser un peu dans la même logique. Mais je pense que c'est pas toujours le cas. Il y a quand même, peut-être que on dirait, il faudrait pousser une prestation. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça nous aide beaucoup d'avoir un contrat de partenariat. Et est-ce que vous envisagez d'autres partenariats similaires, peut-être sur d'autres types d'études? Comment est-ce que vous verriez justement le développement de la société par rapport à ça? Ouais, je pense que après la logique un peu là-dessus, c'est effectivement le plus on avance et le plus on est capable de montrer aussi
nos forces, nos capacités d'exécution et de réalisation, je pense que moins on aura aussi besoin de ce type de partenariat pour pouvoir créer de la valeur. Aujourd'hui, on a eu besoin de s'associer aussi parce qu'on n'était pas capable par nous-mêmes juste de tout réaliser et de prendre en charge. Je pense que le plus on avance, le plus on a des interlocuteurs, des potentiels partenaires pour réaliser des études, le moins en fait on va avoir besoin de ce type de partenariat. Donc, à mon avis, c'est plutôt un processus. Versement proportionnel à votre âge, à votre maturité. Exactement. Et c'est pour ça, à mon avis, hein, on trouve sur des boîtes plus expérimentées, on va dire, des contrats exclusivement de prestataires. Alors, on a une question dans la conversation. Est-ce qu'il y a des concessions importantes que vous avez dû faire dans la négociation? Est-ce qu'il y a des concessions? Oui, il y a eu quand même pas mal de concessions qu'on a dû réaliser dans la négociation. Et je pense que c'est indispensable d'être capable d'avancer sur ces sujets. Il y a eu des moments qui étaient des moments difficiles dans la négociation, avec des points sur lesquels on n'était pas prêt à céder et d'autres on a dû céder aussi parce qu'il fallait que ça se passe et qu'on montre qu'on soit capable d'avancer avec eux. Donc là-dessus, je dirais que je pense qu'il y a eu des concessions qui ont été faites des deux parties. Et c'est un peu ça je pense que c'est une bonne négociation. C'était équilibré. C'était équilibré. Ouais. Et vous avez lâché sur des sujets que vous aviez priorisés? Je pense pas. Non. Et eux non plus. Donc en fait, vous êtes tombé sur un accord dont vous êtes satisfait, ouais, globalement. Je pense que la négociation a mené un plus fort engagement de la part de Pitt & Foch. D'accord. Finalement. Pour justement, parce qu'il voulait être plus engagé aussi dans ce co-développement qu'initialement. Et ce qui, à mon sens, est extrêmement positif sur la relation qu'on a aujourd'hui. Nous, l'intérêt de partager la vision, je pense. Le fait qu'on partage la vision, finalement, enfin, en tout cas, eux, ils ont l'objectif d'améliorer les soins. On a à peu près le même objectif, voire exclusivement le même objectif. Ça veut dire à peu près le même objectif. Non, mais donc, du coup, je pense que les deux visions étant alignées, c'est quand même plus simple. Enfin, je dirais pas que c'est simple, parce que ça n'a pas été simple. Mais c'est qu'on est dans la même vision, probablement les intérêts étant quasiment communs, en tout cas, in fine. Peut-être la négociation, et oui, on a perdu des choses, ils ont probablement perdu des choses, mais in fine, pas sur des éléments, pas sur le cœur de la boîte, pas sur le cœur de la vision. On n'a jamais lâché sur le cœur de la vision, ils n'ont jamais lâché sur le cœur de leur vision à eux. Donc c'est parce qu'on a des visions similaires, donc je pense que là-dessus c'était un élément qui aide quand même. Hein. Bon, après, je pense que toute boîte qui va voir un hôpital, il va parce que il a une dynamique d'aider l'hôpital. Enfin, j'imagine. Mais... Oui, est-ce que justement vous les avez mis en concurrence avec d'autres, ou est-ce que finalement, comme le courant est passé assez vite, vous avez avancé avec eux? Est-ce qu'il y avait d'autres options sur la table? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu initialement, on ne les a pas mis en concurrence. Donc, on est vraiment allé voir l'hôpital naïvement. Ouais. Et il y a eu plusieurs fois où on a eu un peu peur que ça se réalise pas. Ouais. Et à ce moment-là, on a commencé à se dire, en fait, on devrait peut-être aussi commencer à parler à d'autres potentiels partenaires, au moins leur présenter le projet, et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça nous a aussi mis dans une position plus agréable pour prendre du recul sur ce qu'on a vraiment besoin de ce partenariat, qu'on peut le faire avec d'autres partenaires si besoin, d'ailleurs sur d'autres formats, type prestation, si jamais le développement venait à ne pas aboutir. Et je pense que ça nous a aussi donné un peu plus de matière pour pouvoir négocier le partenariat, se dire ok, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui va être vraiment bénéfique si on le réalise, as opposed to si on fait un contrat de prestation facile. Je pense que honnêtement, le système de santé français, même s'il est petit comparativement à celui des États-Unis, est quand même riche en acteurs solides. Il y a des acteurs solides publics, il y a des acteurs solides semi-privés, il y a des acteurs solides privés, et il est suffisamment riche pour que je pense que tout le monde trouve globalement un partenaire à son image. Je pense que c'est honnêtement complètement envisageable. C'est plutôt optimiste. C'est plutôt optimiste, oui, tout à fait. Non, parce que je pense qu'il faut l'être. Ça manque parfois un tout petit peu de souplesse, mais c'est comme ça. On parle de produits de santé, donc oui, c'est plus faire n'importe quoi. C'est celui-là. Est-ce que vous pensez que ça aurait été la même chose si certains de vos interlocuteurs avaient changé? Est-ce que finalement il n'y a pas aussi un risque? On parlait tout à l'heure de l'engagement des gens, de vos interlocuteurs sur place, à l'hôpital Foch. Si jamais c'est des gens qui changent de job, qu'est-ce qui se passe?
on repart à zéro. Si on a une nouvelle DRCI, une nouvelle direction générale, est-ce que ça peut avoir un impact à votre avis? Je pense que c'est sûr. Oui, on a dit. Ouais, ça reste comme toujours une négociation, un échange, et les relations interpersonnelles sont clés. Et à chaque fois qu'on n'a pas eu d'échange, c'est là où il y a pu y avoir des embûches. Non, mais c'est vrai, il y a des phases où on n'avait pas d'échange direct avec la DRCI. C'est là où il y a eu les difficultés. C'est là où il y a des trucs que plus personne se comprend, il y a des trucs qui partent dans des sens dans lequel dans un sens dans lequel on n'a pas anticipé. Donc la relation interhumaine paraît essentielle, mais je pense que c'est le cas dans toute négociation. Donc en effet, on change demain la direction générale de l'hôpital Foch, on change demain la DRCI de l'hôpital Foch. Et évidemment, il y a des choses contractuelles sur lesquelles ils ne pourront pas revenir. On a des études en cours, ils ne vont pas l'arrêter, c'est une évidence. Parce que même de manière abstraite et absolue, ils ont un bénéfice à ce que cette étude aille jusqu'au bout. Mais il est évident que sur l'avenir, sur les prochaines études, je pense que sur les discussions, ça serait pas forcément utilisé. Là, on a eu un public attentif, sensible à ce qu'on souhaitait développer. Donc, je pense que honnêtement, oui, ça c'est clé, hein, mais ça va avec la crédibilité, ça va avec cette interaction humaine est finalement hyper importante. Pour ça, pas de Zoom. Non, mais si, du Zoom, il faut du Zoom parce que sinon c'est ingérable. Mais de temps en temps, de faire du présentiel, ça nous a quand même franchement sorti à chaque fois. On est toujours sorti des réunions de présentiel positifs, quoi. Alors qu'on a pu avoir quelques discussions par mail ou par téléphone. C'est moins aisé. Ça, c'est un message qu'on va récupérer pour nous, en proposant à tous ceux qui sont intéressés par les embûches de venir. Ah oui. Parce qu'effectivement, ce modèle un petit peu hybride n'est pas simple, ni pour vous, ni pour nous. Donc, on s'adapte, hein, le monde change et on fait ce qu'il faut. Mais c'est vrai que l'interaction humaine, quand même, pas remplacée, irremplaçable. Non, c'est clair, c'est sûr. Les yeux dans les yeux. Non, mais les yeux dans les yeux, mais c'est vrai. Puis le champagne dans un an, enfin, je veux dire. Le champagne ne se voit pas à distance. Non, alors, il nous reste juste quelques minutes. Et alors, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser maintenant. Peut-être juste pour terminer, est-ce que chacun de vous trois pourrait en 1 ou 2 minutes juste dire, voilà, ce que one take-home message. Vous l'avez déjà pas mal dit, mais en conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme recommandation à tous ceux qui se lancent, soit pour mettre en place des partenariats, soit même pour avoir la folie dingue de vouloir monter leur boîte? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut réussir une étude clinique ou un partenariat clinique? Valentin, tu commences? Je dirais première chose, c'est savoir ce qu'on veut. Deuxième, c'est d'avoir l'équipe pour réaliser. Ouais. Et pour moi, la troisième élément, c'est être capable de coordonner et suivre la cadence. Parce qu'on est sur une logique quand on bâtit un partenariat, il y a toujours une connotation stratégique. C'est la grosse différence qu'on voit avec les prestats, c'est le besoin de tirer une grosse valeur ajoutée. Mais derrière, c'est des machineries qui vivent. Il faut les alimenter, il faut les mettre en place, il faut les alimenter, il faut les suivre. C'est extrêmement long. Si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, qu'on n'est pas suffisamment sûr de ce qu'on veut, qu'on n'a pas non plus l'équipe qui vient amener toutes les expertises, et c'est essentiellement l'erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'on a tendance à penser que les partenariats sont gérés d'un point de vue administratif, et c'est pas vrai en réalité. La bonne construction d'un partenariat d'un point de vue administratif se fait en ayant de la communication avec les opérationnels qui sont directement impliqués dedans, et ça c'est extrêmement important. Mais ça suppose d'être proactif sur la communication et aussi et à chacun quels sont les milestones respectifs pour assurer une bonne rythmique de l'ensemble de l'équipe, quoi. Alors, mon premier message, c'est que c'est faisable. C'est-à-dire que si vous avez donc on va développer un tout petit peu les prérequis, mais avec un projet clair, c'est faisable. Voilà, ça c'est le premier point, c'est que les études cliniques, quand on démarre une boîte, on est quand même au tout début d'une boîte, on est la première année, on a quand même une étude clinique en cours, c'est faisable. Alors, un premier truc, c'est faisable. Deuxièmement, ça suppose, je réinsiste sur ce que dit Valentin, ça suppose une équipe qui arrive avec un projet clair. Donc, si on a un projet extrêmement clair, je pense que c'est faisable. Et le projet clair, en particulier les études cliniques, je pense que ça nécessite des multiples compétences. Et donc, dans l'équipe, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait des cliniciens, des gens qui maîtrisent bien le juridique, un CEO. Enfin, voilà, il faut cet assemblage qui fait que ça marche, parce qu'on arrive avec des idées claires. Et le troisième point, c'est d'avoir une DRCI quand même qui est, je pense qu'on peut pas s'adresser à n'importe quelle DRCI. Il faut avoir un petit peu des antennes attentives sur quel type de DRCI est susceptible
d'accepter ce type de projet. Donc, ça décide de savoir quelle est la dynamique de l'hôpital, quelle est la dynamique de la DRCI. Et éventuellement, et je pense aussi de s'adapter de se raccrocher éventuellement à un leader local qui est susceptible de faire le lien. Et le dernier point, c'est de dire que, à mon sens, et ça va un petit peu avec le troisième point, c'est il faut que la dynamique, la vision soit partagée. Si on a une vision partagée, ça fonctionne. Les gens ont la vision partagée sur le court terme, une étude clinique, et sur le long terme, est-ce qu'un partenariat, parce qu'évidemment, le partenariat, notre idée, en tout cas, c'est pas un partenariat qui dure un peu, et pas qu'il soit one shot. Voilà. Ce serait pour moi, je pense, les éléments, en tout cas, clés. Julien, en tant que CEO, le mot de la fin. Avec plaisir. Je pense effectivement, je vais rebondir sur le dernier point, je pense que il faut être capable de partager, je pense, le dynamisme et la mission. Et c'est vraiment là l'avantage, à mon avis, comparatif d'une jeune start-up qui arrive devant une DRCI, c'est être capable de dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on voit pour la médecine de demain, comment est-ce que vous pouvez partager cette vision-là, et c'est ça qui va créer, à mon avis, un peu l'étincelle du début qui va rendre possible une collaboration forte sur le long terme avec, bien sûr, le soutien je pense, de médecins, de cliniciens qui vont être capables de soutenir cette vision-là. Et ensuite, je dirais, pas sous-estimer le temps que ça prend. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte et être capable d'assumer l'ensemble de la réalisation, la mise en place du partenariat qui va prendre du temps, et c'est certain. Et pas sous-estimer aussi les impacts, je pense, que ça va avoir sur la vie de la boîte ensuite. Et ça, je termine pas parce que je pense que c'est très important. Je pense qu'on se dit, il faut le faire, il faut avancer. Mais chaque décision qui va être prise à ce moment-là, je pense, va avoir des répercussions énormes sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Surtout ce qui va être possible de mettre en place. Surtout sur un partenariat aussi structurant qui a été le nôtre avec l'hôpital Foch au départ. Donc, si c'est un démarrage de boîte et si c'est vraiment le partenariat central qui va rendre les choses possibles sur une première étude clinique, ça va vraiment créer des ramifications dans toute la structuration du produit, de l'accès au marché, de la commercialisation derrière. Donc, il faut vraiment en avoir aussi conscience quand on met en place le partenariat. Voilà. Merci. Honnêtement, on avait décidé de ne pas s'attendre à quelque chose de trop organisé. Je pense qu'en termes de messages clés, c'est extrêmement clair, hyper précis, très cohérent, avec vos 3 casquettes complémentaires différentes. Donc, merci 1000 fois. J'espère que ça servira à d'autres, que l'hôpital Foch signera d'autres partenariats plus optimistes au départ. Et puis, évidemment, rendez-vous dans 1 an avec le champagne pour les résultats, bien évidemment. On a Merci beaucoup. On clôture la session pour ce soir. Bonne soirée à tous et merci 1000 fois d'avoir joué le jeu, messieurs. Merci beaucoup. Merci.